Bienvenue sur The Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet vraiment crucial pour toute organisation qui se respecte. Hmm, La gestion des ressources humaines, oui, la fameuse GRH. la GRS. Accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer ensemble les sources vraiment variées. On a des plans de cours, D'accord. on a des définitions d'experts comme Dolan et Schuller, Ah oui. ou encore Autissier et Simonet. On a des modèles de gestion et même des exemples tirés d'entreprises comme BMW. Ah oui, des exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Exactement. Le but de cette plongée, c'est de vous donner une vision claire et concrète de la GRH. On ne va pas se contenter de la théorie, on veut que vous puissiez vraiment comprendre et appliquer ces principes dans votre quotidien professionnel. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la GRH au fond? Ah, bonne question. On a vu plusieurs définitions dans nos sources Dolan et Chollet, la présentent comme l'art d'attirer, de retenir, de motiver et de faire grandir les talents. Tout ça dans le but d'améliorer la productivité et la qualité de vie au travail, bien sûr, en respectant le cadre légal. Ce qui est intéressant, c'est que cette définition met en avant le côté humain de la GH. On ne parle pas juste de chiffres et de performance, mais aussi de bien-être et d'épanouissement des employés. Absolument. Et Autissier et Simonin vont encore plus loin en soulignant le lien étroit entre les individus, l'organisation, l'environnement et le cadre de travail. Pour eux, la performance et le développement, c'est à la fois pour l'entreprise et pour ses salariés. C'est une vision globale et intégrée de la GRH qui prend en compte tous les éléments qui contribuent à la réussite collective. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la fonction RH a évolué au fil du temps. Avant, on la voyait comme une simple fonction administrative axée sur la gestion des paies et des congés. Aujourd'hui, c'est un véritable partenaire stratégique pour l'entreprise qui contribue à la création de valeur. C'est le passage de l'optimisation des coûts à la création de valeur. Un changement majeur dans la perception de la GRH. Et pour bien comprendre cette transformation, il y a un modèle qui est particulièrement éclairant, le modèle de l'iceberg. Vous voyez, il y a la partie visible de l'iceberg avec les aspects tangibles de la GRH, les salaires, les contrats, les procédures. Mais il y a aussi une partie immergée bien plus importante qui représente les aspects moins visibles de la culture d'entreprise, les relations interpersonnelles, les valeurs. Ce sont les fameux facteurs soft qui complètent les facteurs hard. On pourrait dire que les facteurs hard sont les fondations de la maison, tandis que les facteurs soft constituent l'atmosphère, le style de vie qui y règne. Et c'est là que ça devient intéressant, car la GRH doit jongler avec des tensions inhérentes au monde du travail. Prenons l'exemple du dilemme entre coordination et coopération. On le retrouve dans les fameuses expériences de Hawthorne qui ont montré l'importance du climat social et des relations humaines pour la performance d'une équipe. C'est une découverte fondamentale. Les employés ne sont pas des machines. Leur motivation et leur productivité sont fortement influencées par la qualité de leurs interactions et par le sentiment d'appartenance à un groupe. Exactement. On ne peut pas simplement donner des ordres et s'attendre à ce que les gens obéissent aveuglément. Il faut créer un environnement de travail propice à la collaboration et à l'entraide. Et une autre tension importante à gérer, c'est celle entre l'autonomie individuelle et l'alignement organisationnel. Les employés d'aujourd'hui aspirent à plus de liberté, de flexibilité, de sens dans leur travail. En même temps, l'organisation a besoin de cohésion, d'efficacité et d'atteindre des objectifs communs. C'est un véritable défi pour les entreprises, d'autant plus que le monde du travail est en pleine mutation. Le télétravail, le flex-office, les nouvelles technologies, tout cela bouleverse les repères traditionnels. Un exemple frappant de ce déséquilibre, c'est le phénomène du quiet quitting. Vous savez, ces employés qui se contentent du strict minimum sans s'investir réellement parce qu'ils ne se sentent pas alignés avec les valeurs ou les objectifs de l'entreprise. C'est un signal d'alarme pour les organisations. Si les employés ne se sentent pas motivés, engagés, connectés à leur travail, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. Pour naviguer dans cette complexité, il est essentiel d'avoir un modèle intégré de la GRH, un cadre de référence qui permet de connecter les différentes fonctions RH et de les aligner sur les objectifs globaux de l'organisation. Et justement, le modèle d'Emery et Gona nous propose une approche intéressante. Ah oui, ce modèle qui catégorise les processus RH en 3 familles centraux de soutien et de pilotage. C'est un outil très visuel et pratique pour comprendre comment tout s'articule. Exactement. Les processus centraux, ce sont ceux qui touchent directement la gestion du personnel, le recrutement, la formation, l'évaluation, la rémunération. Les processus de soutien, comme leur nom l'indique, servent à soutenir les processus centraux, la gestion des données, la communication interne, la gestion des carrières. Et enfin, les processus de pilotage permettent de contrôler et d'ajuster l'ensemble du système RH, la définition de la politique du personnel, la planification des effectifs, l'analyse des indicateurs. C'est un modèle qui permet de visualiser la GRH comme un système complexe avec des interactions constantes entre ses différentes composantes. Et parmi ces processus centraux, il y en a un qui est particulièrement important, la gestion des performances.
Comment s'assurer que chaque employé contribue au mieux à la réussite de l'entreprise? C'est une question cruciale pour toute organisation. Et pour bien gérer les performances, il faut commencer par définir clairement les attentes, n'est-ce pas? C'est là que les descriptions de postes entrent en jeu. Absolument. Une description de poste bien rédigée, c'est la base d'une bonne entente entre l'employeur et l'employé. Elle permet de clarifier les responsabilités, les objectifs et les compétences attendues pour chaque fonction. C'est un outil essentiel pour éviter les malentendus et les frustrations. Et une fois que les attentes sont claires, il faut pouvoir évaluer les performances de manière objective et constructive. On a vu qu'il existe différents systèmes d'évaluation, certains plus traditionnels, d'autres plus modernes. Il y a l'évaluation basée sur des critères à cocher le contrat de performance, l'évaluation axée sur le développement des compétences, l'évaluation à 360 degrés. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Le choix du système dépendra de la culture de l'entreprise, de ses objectifs et de ses ressources. L'important, c'est que l'évaluation soit perçue comme un outil de dialogue et de progression, et non comme une sanction ou un jugement. Tout à fait. L'objectif de l'évaluation, c'est d'aider l'employé à identifier ses points forts et ses points faibles, à se fixer des objectifs de développement et à progresser dans sa carrière. Et bien sûr, pour que les employés donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut les motiver. On a étudié plusieurs modèles de motivation dans nos sources, et j'avoue que la théorie X et Y de McGregor m'a particulièrement interpellé. Ah oui, c'est un classique de la psychologie du travail. La théorie X, c'est la vision un peu pessimiste de l'être humain au travail. On le voit comme naturellement paresseux, fuyant les responsabilités et motivé uniquement par l'argent. Alors que la théorie Y est l'inverse. On part du principe que l'être humain est naturellement curieux, créatif, désireux de s'investir dans son travail et de contribuer quelque chose de plus grand que lui. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux théories ont des implications directes sur le style de management. Un manager qui croit à la théorie X aura tendance à contrôler, surveiller, sanctionner ses employés. Un manager qui croit à la théorie, il aura plutôt tendance à responsabiliser, encourager, faire confiance. C'est une distinction importante, car le style de management a un impact énorme sur la motivation, l'engagement et la performance des équipes. Et au-delà de McGregor, il y a d'autres modèles de motivation intéressants, comme la théorie des besoins de Maslow, la théorie bifactorielle de Herzberg, la théorie de l'équité. On pourrait y consacrer un épisode entier. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour motiver les employés. Chaque individu est différent avec ses propres aspirations, ses propres besoins, ses propres leviers de motivation. Le rôle du manager, c'est de comprendre ces différences et de s'adapter à chaque individu pour l'aider à s'épanouir dans son travail. Et en parlant d'épanouissement, on ne peut pas ignorer la question des risques psychosociaux, les fameux RPS, le burn-out, le burn-out, le brown-out. On en entend parler de plus en plus, et c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Ce sont des problèmes de santé mentale qui peuvent avoir un impact considérable sur la vie des employés et sur la performance de l'entreprise. Le stress, l'anxiété, la dépression, le harcèlement. Heureusement, il existe des pistes pour prévenir et lutter contre les RPS. On a vu dans nos sources le modèle de Karasek qui met en relation le niveau d'exigence du travail et le niveau de l'attitude décisionnelle. C'est un modèle intéressant qui montre que le stress au travail est souvent lié à un déséquilibre entre les contraintes subies et les marges de manœuvre dont disposent les employés. Et pour lutter contre ce déséquilibre, on a vu l'approche des High Commitment Work Practice qui vise à créer un environnement de travail plus sain, plus stimulant, plus respectueux des besoins des employés. Ce sont des pratiques qui favorisent l'autonomie, le développement des compétences, la reconnaissance du travail bien fait, la participation aux décisions. C'est une approche qui fait ses preuves et qui permet de concilier performance économique et bien-être des employés. Et pour piloter la gestion des performances, on a la chance d'avoir aujourd'hui des outils digitaux de plus en plus performants. Ah oui, les fameuses plateformes RH. On en a listé quelques-unes dans nos sources, Lipsum Clear Company, Workday, Talentsoft. Ces plateformes permettent de collecter du feedback à 360 degrés, de gérer les objectifs, de suivre les performances en temps réel, de créer des plans de développement personnalisés. C'est une véritable révolution dans le domaine de la GRH. On passe d'une gestion papier lourde et chronophage à une gestion digitalisée, fluide et accessible à tous. C'est un progrès indéniable, mais attention aux pièges. Il ne suffit pas d'acheter une plateforme RH pour que la magie opère. Il faut bien la choisir, la paramétrer, la déployer, former les utilisateurs et surtout s'assurer qu'elle s'intègre bien au processus et à la culture de l'entreprise. Un outil aussi puissant soit-il ne remplacera jamais l'intelligence humaine et la qualité des relations humaines. Tout à fait. La technologie doit être au service de l'humain et non l'inverse. Et en parlant de l'humain, on arrive à un autre sujet passionnant, l'évolution professionnelle et la gestion des carrières. Fini le temps des carrières linéaires et prévisibles.
Aujourd'hui, les parcours professionnels sont plus flexibles, plus dynamiques, plus complexes. C'est un véritable défi pour les organisations qui doivent s'adapter à ces nouvelles réalités et proposer des solutions innovantes pour accompagner le développement de leurs employés. On a vu le modèle des encres de carrière de Cheyenne qui aide à comprendre les aspirations professionnelles des individus. C'est un modèle qui permet de cerner les motivations profondes qui guident les choix de carrière. Est-ce la sécurité, le pouvoir, l'autonomie, la créativité, l'expertise technique, la contribution sociale? Chaque individu a ses propres encres de carrière et il est important de les identifier pour pouvoir proposer un parcours professionnel qui correspond à ses aspirations. Et pour accompagner ces parcours, les organisations disposent de toute une panoplie de mesures, les filières de développement, les mobilités internes, les formations, le mentoring, le coaching. L'objectif, c'est d'aligner les besoins de l'organisation et les aspirations des employés, de créer une situation gagnant-gagnant où chacun peut s'épanouir et contribuer au succès collectif. Et il y a aussi la question du plafonnement de carrière, un phénomène qui touche de nombreux employés et qui peut entraîner démotivation et frustration. Comment faire pour que les employés puissent continuer à apprendre, à progresser, à évoluer tout au long de leur carrière? C'est une question cruciale pour les entreprises car la fidélisation des talents passe aussi par la possibilité de s'épanouir professionnellement. Il faut donc proposer des opportunités de développement, des challenges stimulants, des responsabilités accrues, des formations continues. Il faut aussi savoir reconnaître et valoriser l'expérience et l'expertise des employés seniors. Tout à fait. L'âge n'est pas un frein à la performance, bien au contraire. L'expérience, la sagesse, la maturité sont des atouts précieux pour l'entreprise. Et pour gérer toute cette complexité, on a besoin d'outils de pilotage performants, comme la gestion prévisionnelle du personnel, la fameuse GPP. Ah oui, la GPP. C'est un peu comme un GPS pour les ressources humaines. Elle permet d'anticiper les besoins personnels en termes quantitatifs, qualitatifs, et de mettre en place les actions nécessaires pour répondre à ces besoins. Exactement. On utilise des outils comme la pyramide des âges, la matrice des compétences, les plans de poste. Et on peut même faire des simulations de parcours de mobilité et des analyses d'écart en compétences grâce aux outils digitaux. La JPP est un outil essentiel pour s'assurer que l'organisation dispose des ressources humaines nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et pour attirer et recruter les meilleurs talents, on a vu l'importance de l'employé branding, cette stratégie qui vise à construire une image de marque attractive pour les candidats potentiels. C'est l'art de séduire les talents en mettant en avant les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise, les opportunités de développement. On utilise tous les canaux à disposition réseaux sociaux, sites web, événements. L'objectif est de se démarquer de la concurrence et de donner envie aux meilleurs talents de rejoindre l'aventure. Et une fois qu'on a recruté le candidat idéal, il faut l'intégrer et l'onboarder efficacement. C'est une étape cruciale pour fidéliser les nouveaux employés et leur permettre de devenir rapidement opérationnels. On met en place des programmes d'intégration, des formations, du mentoring. L'objectif est de faire en sorte que le nouveau collaborateur se sente bien accueilli, intégré à l'équipe et prêt à contribuer au succès de l'entreprise. Et pour que tout cela fonctionne, il faut une communication interne, fluide et efficace. La communication interne, c'est le ciment qui unit tous les membres de l'organisation. Il faut utiliser les bons canaux de communication intranet, newsletters, réunions, événements. Et mettre en place des stratégies de communication ascendantes, descendantes et latérales pour s'assurer que l'information circule fluidement à tous les niveaux de l'organisation. On a vraiment couvert beaucoup de terrain dans cette première partie. On a vu que la GRH est un domaine complexe en constante évolution qui touche à tous les aspects de la vie de l'entreprise. On a vu l'importance de la culture d'entreprise, de la motivation, de la gestion des performances, de l'évolution professionnelle, de la communication interne. Et on a vu que la GRH d'aujourd'hui doit s'adapter aux nouveaux modes de travail, aux nouvelles technologies, aux nouvelles aspirations des employés. C'est un défi passionnant pour les professionnels des ressources humaines. Mais avant de se projeter dans l'avenir, on va reprendre notre souffle et plonger dans le vif du sujet avec des exemples concrets d'entreprises qui, excellents en GRH, rendez-vous dans la deuxième partie de The Deep Dive. On reprend notre exploration de la GRH. Vous vous souvenez, on a parlé de l'importance du pilotage des ressources humaines, un processus crucial pour s'assurer que les pratiques RH soient alignées avec la stratégie globale de l'entreprise. C'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture. Il nous donne toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions et arriver à destination. Exactement. Et pour bien piloter la GRH, on a besoin d'un outil fondamental, la politique du personnel. Ah oui, la politique du personnel. C'est un peu la feuille de route de l'entreprise en matière de gestion des ressources humaines. Tout à fait. C'est le document qui définit les grandes orientations de l'entreprise vis-à-vis de ses employés. On y retrouve les valeurs clés, les principes de management, les engagements de l'entreprise en matière de diversité, d'inclusion, de qualité de vie au travail. C'est donc un document essentiel pour créer une cohérence
entre la stratégie globale de l'entreprise et la façon dont on gère les ressources humaines. Absolument. Et une fois qu'on a défini la politique du personnel, il faut la mettre en œuvre de manière concrète. C'est là que les objectifs et les indicateurs entrent en jeu. Les indicateurs, c'est ce qui nous permet de mesurer l'efficacité des actions mises en place. On peut parler du taux d'absentéisme, du turnover, du coût du recrutement, du niveau d'engagement des employés, du climat social. Il y a une multitude d'indicateurs possibles et il est important de choisir ceux qui sont les plus pertinents pour l'entreprise et ses objectifs. Et pour analyser toutes ces données, on utilise des tableaux de bord qui nous permettent de visualiser l'évolution des indicateurs et de prendre les décisions adéquates. Le tableau de bord, c'est un outil indispensable pour le pilotage de la GRH. Il permet de suivre les performances, d'identifier les points forts et les points faibles, de détecter les tendances, d'anticiper le problème. On a vu qu'il existe différents types de tableaux de bord, chacun adapté à un besoin spécifique. Le tableau de bord prospectif, le tableau de bord de la GRH, le tableau de bord des processus transverses. L'important, c'est de choisir le tableau de bord qui répond le mieux aux besoins de l'entreprise. Et pour aller encore plus loin dans l'analyse, on peut réaliser des audits sociaux et des bilans sociaux. Ce sont des outils qui permettent d'avoir une vision globale et approfondie de la situation sociale de l'entreprise. L'audit social va analyser les pratiques RH, le climat social, les risques psychosociaux, tandis que le bilan social va dresser un état des lieux quantitatif et qualitatif des effectifs, de la rémunération, de la formation. C'est un peu comme un bilan de santé pour l'entreprise. Exactement. Et pour se comparer aux autres entreprises du secteur, on peut utiliser le benchmarking. Le benchmarking, c'est une technique qui consiste à comparer ses performances à celles des meilleures entreprises du marché. C'est un outil précieux pour s'inspirer des meilleures pratiques, identifier les axes d'amélioration et progresser en permanence. On l'a vu dans la première partie, les systèmes d'information jouent un rôle de plus en plus important dans la GRH moderne. Le CGP, le système d'information de gestion du personnel, est devenu un outil incontournable pour gérer les données du personnel, automatiser les processus et piloter les actions RH. La mise en place d'un SIGP est un projet complexe qui nécessite une planification rigoureuse et une équipe de projet compétente. Il faut bien choisir les applications paramétrées, le système migrer les données et former les utilisateurs. Et une fois le SIGP en place, il faut le maintenir à jour, le faire évoluer et s'assurer de sa sécurité. C'est un travail de longue haleine qui demande une expertise pointue en informatique et en gestion des ressources humaines. On a beaucoup parlé d'outils et de processus, mais n'oublions pas que la GRH, c'est avant tout une affaire d'humain. Et la culture d'entreprise est un élément clé pour créer un environnement de travail positif et performant. La culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs, des normes, des croyances et des pratiques qui caractérisent une organisation. C'est un peu l'âme de l'entreprise qui la rend unique et ce qui attire les talents. Et la culture d'entreprise a un impact considérable sur les pratiques RH et sur le comportement des employés. Si la culture d'entreprise est basée sur la confiance, la collaboration et l'innovation, il sera plus facile de mettre en place des pratiques RH innovantes et participatives. En revanche, si la culture d'entreprise est rigide, hiérarchique et basée sur le contrôle, il sera plus difficile de faire évoluer les pratiques RH. C'est pourquoi il est important de bien analyser la culture d'entreprise avant de mettre en place de nouvelles pratiques RH. Et la culture d'entreprise n'est pas figée, elle évolue en permanence. Elle est influencée par de nombreux facteurs, les nouvelles technologies, les changements sociétaux, les crises économiques. Les organisations doivent s'adapter et faire évoluer leur culture d'entreprise pour rester compétitives et attractives. C'est un processus complexe qui nécessite une vision stratégique et une communication claire. Et justement, la communication est un élément clé de la GRH. On a vu que la communication interne est essentielle pour diffuser les informations, partager les valeurs et créer un climat de confiance. Il faut utiliser les bons canaux de communication intranet newsletters, réunions, événements. Et mettre en place des stratégies de communication ascendante, descendante et latérale pour s'assurer que l'information circule fluidement à tous les niveaux de l'organisation. Et n'oublions pas l'importance d'évaluer l'impact de la communication interne. On peut réaliser des enquêtes de satisfaction, des analyses de l'utilisation des différents canaux de communication, des études de cas. L'objectif est d'identifier les points forts et les points faibles de la communication interne et de l'améliorer en permanence. Et pour améliorer les compétences des employés, la formation est un levier essentiel. Il faut identifier les besoins en formation, élaborer des plans de formation, choisir les méthodes pédagogiques adéquates. Et surtout, il faut s'assurer que la formation est bien transférée dans le travail quotidien des employés. C'est ce qu'on appelle le transfert des apprentissages. On peut utiliser différents outils pour favoriser le transfert des apprentissages, le coaching, le mentoring, le groupe de travail. L'objectif est de faire en sorte que la formation soit un véritable investissement pour l'entreprise et pour les employés. Et la formation ne se limite pas aux compétences techniques. Il faut aussi développer les compétences transversales comme la communication, le travail en équipe, la gestion du temps. Ce sont des compétences clés pour réussir dans le monde du travail d'aujourd'hui.
Absolument. Et pour anticiper les besoins personnels et les compétences de demain, on utilise la gestion prévisionnelle du personnel, la GPP. On l'a déjà évoqué, mais c'est un outil tellement important qu'il mérite qu'on s'y attarde un peu plus. La GPP permet d'analyser les tendances du marché du travail, d'évaluer les besoins futurs de l'entreprise en termes de compétences, de prévoir les départs à la retraite, les mobilités internes. C'est un outil précieux pour s'adapter au changement et pour s'assurer que l'entreprise dispose des ressources humaines nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et avec les outils digitaux d'aujourd'hui, on peut réaliser des simulations, des projections, des analyses très fines pour affiner la GPP et la rendre encore plus efficace. C'est vraiment un outil stratégique pour la GRH. Tout à fait. Et n'oublions pas l'enjeu primordial de la GRH, attirer, recruter, motiver et engager les employés. C'est le cœur du métier des ressources humaines. Il faut construire une image de marque employeur attractive, utiliser les bons canaux de recrutement, mettre en place des processus de sélection rigoureux. Et une fois les employés recrutés, il faut les intégrer efficacement, les former, les accompagner dans leur développement de carrière. Et surtout, il faut les motiver et les engager. C'est la clé pour fidéliser les talents et créer une organisation performante et durable. Absolument. La GRH joue un rôle central dans la création d'un environnement de travail stimulant, épanouissant et propice à la performance. On a parcouru beaucoup de chemin dans cette deuxième partie. On a vu que la GRH est un domaine en constante évolution qui s'adapte aux changements du monde du travail et aux nouvelles aspirations des employés. Et pour illustrer tout ça, on va maintenant passer à la troisième partie de notre Deep Dive, où on présentera des exemples concrets d'entreprises qui excellent en GRH. Des entreprises qui ont compris que l'humain est au cœur de la réussite. Allez, on arrive à la partie la plus concrète de notre Deep Dive. Vous êtes prêts à découvrir des exemples d'entreprises qui excellent en GRH? Carrément. C'est toujours inspirant de voir comment certaines entreprises arrivent à mettre en pratique les principes de la GRH pour créer un environnement de travail qui soit à la fois performant et épanouissant pour les employés. Ouais. Et puis, ça permet de voir un petit peu plus concrètement tout ce qu'on a vu en théorie dans les deux premières parties. Tout à fait. Alors, on va commencer par un géant de l'automobile, BMW. On a vu dans nos sources qu'ils ont mis en place une politique du personnel très avant-gardiste, basée sur la confiance, l'autonomie et la responsabilisation des employés. Ouais, c'est une approche qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de la théorie McGregor, dont on a parlé tout à l'heure. BMW part du principe que ses employés sont des adultes responsables, capables de prendre des initiatives et de s'autogérer. Et concrètement, comment ça se traduit au quotidien, Potter? Par exemple, BMW a mis en place un système de flexibilité très développé qui permet aux employés de choisir leurs horaires de travail à domicile ou encore de prendre des congés sabbatiques. Ouais, c'est une vraie révolution par rapport au modèle traditionnel où l'employé devait être présent au bureau de 9h à 18h, 5 jours par semaine. Exactement. BMW a compris que la performance ne se mesure pas au nombre d'heures passées au bureau, mais aux résultats obtenus. Et cette flexibilité, comment est-elle perçue par les employés? Alors, d'après les études que j'ai consultées, les employés de BMW sont globalement très satisfaits de cette flexibilité qui leur permet de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils se sentent plus libres, plus autonomes et donc plus motivés. D'accord, donc un excellent exemple d'entreprise qui a su s'adapter aux nouveaux modes de travail et aux aspirations des employés d'aujourd'hui. Tout à fait. Et en plus, la flexibilité BMW mise beaucoup sur le développement des compétences de ses employés. Oui, c'est un investissement gagnant-gagnant. L'employé développe son employabilité et l'entreprise bénéficie de ses nouvelles compétences. Absolument. BMW propose un large éventail de formations, de programmes, de mentoring, de possibilités de mobilité interne. Donc c'est une entreprise qui croit vraiment au potentiel de ses employés et qui leur donne les moyens de s'épanouir professionnellement. Exactement. Bon, on change complètement de secteur maintenant avec un autre exemple. L'Oréal, le géant de la cosmétique. Ah oui. L'Oréal, c'est une entreprise française qui a réussi à s'imposer au niveau mondial. Quel est leur secret en matière de GRH? L'Oréal est reconnu pour son programme de gestion des talents qui vise à identifier et à développer les hauts potentiels de l'entreprise. Et comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, L'Oréal a mis en place tout un système d'évaluation et de suivi des performances qui permet d'identifier les employés qui ont le potentiel pour évoluer vers des postes à responsabilité. Un peu comme un vivier talent, si vous voulez. Voilà, exactement. Et une fois que ces talents ont été identifiés, L'Oréal leur propose des formations sur mesure du mentoring, des opportunités de mobilité internationale. Oui, c'est un investissement important, mais qui est rentable à long terme. Absolument. L'Oréal a compris que son capital humain est sa ressource la plus précieuse et que son succès dépend de la qualité de ses équipes. Ouais, c'est intéressant de voir comment ces deux exemples, BMW et L'Oréal, montrent que la GRH peut être un véritable levier de performance pour entreprises.
Oui, mais attention, ne suffit pas de copier-coller les pratiques des autres entreprises. Chaque entreprise est unique avec sa propre culture, ses propres valeurs, ses propres défis. Oui, il faut s'inspirer des bonnes pratiques, mais en les adaptant à son propre contexte. Exactement. Et surtout, il ne faut jamais oublier que la GRH, c'est avant tout une affaire d'humain. Oui, c'est la relation entre l'employeur et l'employé qui est au cœur de la réussite. Tout à fait. La confiance, le respect, la communication, l'écoute, empathie, tous ces éléments sont indispensables pour créer un environnement de travail sain, stimulant et performant. Wow, on arrive à la fin de notre deep dive sur la gestion des ressources humaines. J'espère que vous avez trouvé cette exploration aussi passionnante que moi. Moi aussi, on a vu que la GRH est un domaine en constante évolution qui s'adapte aux changements du monde du travail et aux aspirations des employés. On a vu que la GRH peut être un véritable levier de performance pour l'entreprise, à condition qu'elle soit mise en œuvre avec intelligence, humanité et pragmatisme. Et on a vu surtout que les entreprises qui réussissent sont celles qui ont compris que l'humain est au cœur de la réussite. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la GRH. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez trouvé de l'inspiration pour améliorer la gestion des ressources humaines dans votre propre organisation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à nous suggérer de nouveaux sujets de Deep Dive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.